En 1815, l'Europe est épuisée par la guerre. Napoléon vient d'être vaincu et les grandes puissances redessinent le continent lors du congrès de Vienne pour éviter qu'un tel empire ne puisse renaître de ses cendres. Parmi les décisions majeures, la création d'un tout nouveau royaume réunissant les anciens Pays-Bas du Nord et du Sud, le Royaume-Uni des Pays-Bas, le tout dirigé par un seul homme, le roi Guillaume Ier. Sur le papier, cette union semble stratégique. Un État fort, unifié, entre la France et la Prusse, capable de repousser une offensive française. Mais dans les faits, c'est tout autre chose. Deux peuples, deux langues, deux religions, deux économies et peu d'écoute. Pendant 15 ans, cette construction politique va tenir, mais sous tension constante. Et peu à peu, les fissures vont se multiplier. Alors, pourquoi cette union a-t-elle échoué ? Comment les Belges ont-ils vécu cette période ? Et surtout, est-ce que cette union était vouée à l'échec dès le départ ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans ce deuxième épisode de Nova Belgica, le premier d'une trilogie sur la Révolution belge. Nous sommes en 1814. L'Europe sort à peine des ruines de l'Empire napoléonien. Après 2 décennies de guerre, de révolutions, de bouleversements territoriaux, les grandes puissances du continent, l'Autriche, la Russie, la Prusse et le Royaume-Uni se retrouvent à Vienne pour remettre de l'ordre. Mais pas n'importe quel ordre, un ordre ancien, fondé sur la stabilité, la monarchie et l'équilibre des pouvoirs. Pendant plus de 9 mois, ministres, rois, diplomates et courtisans se croisent dans les salons de la capitale autrichienne, où se joue rien de moins que la carte politique de l'Europe. Et parmi les grandes questions, que faire des Pays-Bas autrichiens ? Ces territoires qui correspondent grosso modo à la Belgique actuelle. Depuis 1795, ces provinces du Sud ont été annexées à la République française, puis à l'Empire napoléonien. Pendant 20 ans, elles ont vécu à l'heure française. Préfet, département, code civil, conscription. Et cela sans aucune autonomie. Mais après la défaite de Napoléon, elles deviennent un territoire à redistribuer. Dans les couloirs du Congrès, personne ne songe sérieusement à demander l'avis des habitants. Il n'y a pas de délégation belge officielle, pas de négociateur des anciens Pays-Bas du Sud. Le sort de la région se décide entre grandes puissances, loin de Bruxelles, Liège ou Gand. À en croire le préfet de Lourdes, le vœu général est de former un État séparé. Seuls des groupes minoritaires sont partisans du régime français ou nostalgiques de l'époque autrichienne. Mais l'avis de la population ne compte pas vraiment dans les discussions, et la question belge sera réglée par les vainqueurs de Napoléon. L'idée principale vient surtout des Britanniques. Il faut à tout prix empêcher la France de redevenir une menace. Et pour cela, on a besoin d'un État tampon, un royaume assez grand, stable et loyal pour faire barrage. La solution paraît évidente aux représentants du Royaume-Uni, le Lord Castlereagh. Fusionner les anciens Pays-Bas autrichiens avec les Provinces-Unies et l'ancienne principauté de Liège, pour ensuite confier l'ensemble à un souverain orangiste, Guillaume d'Orange-Nassau, exilé par la Révolution française et prêt à reprendre le pouvoir. C'est ainsi qu'en 1815 est officiellement proclamé le Royaume-Uni des Pays-Bas, un État tampon qui réunit deux forces, deux entités très différentes. Au nord, des provinces néerlandaises, protestantes, centralisées, maritimes et commerciales. Au sud, des provinces catholiques, décentralisées, industrielles, dont les habitants parlent le wallon, le flamand, le brabançon et dont les élites parlent le français. Guillaume Ier est proclamé souverain des Pays-Bas unis, et sa constitution, la Grondwet, est adoptée sans vraiment consulter les populations du Sud. Enfin, si. Guillaume Ier dresse une liste de notables à consulter pour la valider. Dans les provinces du Nord, celle-ci est adoptée sans problème. Mais dans les provinces du Sud, c'est tout autre chose. 796 voix contre, 527 voix pour et 280 abstentions. Ce sont surtout les provinces flamandes qui s'opposent le plus fermement à la constitution qui est présentée par le clergé local comme ennemie de la religion catholique. Les provinces wallonnes sont quant à elles plus mitigées. En réaction, Guillaume Ier procédera à ce qu'on appelle l'arithmétique hollandaise. Il additionnera les abstentions aux voix pour et va soustraire 126 votes des 796 votes contre pour le motif qu'ils ont été émis pour des raisons religieuses. Le projet est finalement adopté par 807 oui contre 670 non.
Autrement dit, cette union ne repose sur aucun consentement populaire. Elle est imposée d'en haut au nom de la stabilité européenne. Le cas du Luxembourg est quant à lui particulier. Bien qu'il est administré comme les autres provinces du royaume, il est constitué en un grand-duché et devient une possession personnelle de Guillaume Ier. Et, à l'exception des autres provinces, celle-ci fait partie de la Confédération germanique et la Prusse installe une garnison dans la ville de Luxembourg. Du point de vue des grandes puissances, c'est une réussite diplomatique. La France est encerclée, le roi Guillaume Ier est loyal, le nouvel État semble viable. Mais du point de vue des habitants des provinces du Sud, c'est une annexion déguisée. Ils passent d'un empire à l'autre, d'une domination à une autre, sans transition et sans réelle prise en compte de leurs spécificités culturelles, linguistiques, religieuses et économiques. L'avenir du pays se joue sans eux dans les salons feutrés de Vienne, et ce déséquilibre initial pèsera lourd dans les années à venir. Sur le papier, cette union semble logique, mais dans la réalité, le projet est dominé de bout en bout par le Nord. Le roi Guillaume Ier impose sa vision personnelle, celle d'un État fort, centralisé, homogène, dirigé d'en haut, sans contre-pouvoir. Dès les premières années, les Belges sentent que l'union n'est pas un partenariat équitable. Le mode de scrutin est celui d'un suffrage censitaire indirect. Ça veut dire que seule une partie de la population payant le cens, donc faisant partie de la bourgeoisie, peuvent voter pour des électeurs qui, eux, voteront pour celui qui est élu. De plus, le Parlement, divisé entre Nord et Sud, offre autant de sièges aux deux moitiés du pays. Mais le Sud a 3,5 millions d'habitants contre 2 millions au Nord. La logique démocratique est donc déjà biaisée. Et pire, pour les grandes décisions, le roi gouverne par ordonnance. Le Parlement n'est qu'un décor. Les débats sont filtrés, l'opposition est ignorée, le Sud se sent impuissant politiquement, mais est plus sollicité économiquement. Il paie plus d'impôts, il fournit plus de soldats, il subit les décisions sans jamais vraiment pouvoir les discuter. Guillaume Ier est un roi réformateur. De ce fait, le pays se transforme. Il essaiera vraiment de contenter la partie sud du pays. En ce sens, il fonde la Société Générale, une banque d'investissement qui va servir à financer l'industrie belge. Il développe les canaux et les infrastructures, facilitant le commerce. Il encourage les mines, les filatures, les manufactures dans le bassin wallon, il fonde de nouvelles universités, il réforme l'administration, standardise l'État. En d'autres termes, il l'harmonise. Tout cela est censé moderniser le royaume et renforcer son unité. Mais le problème, c'est la manière. Les réformes sont imposées d'en haut, sans concertation. Et surtout, elles ne respectent pas les réalités culturelles, sociales et religieuses du Sud. Dans les provinces flamandes, Guillaume Ier impose le néerlandais comme langue administrative et judiciaire. L'objectif est d'unifier linguistiquement l'État pour renforcer son efficacité. Mais dans les faits, cette décision humilie les élites francophones dominantes dans les villes du Sud. Des magistrats, avocats et fonctionnaires se retrouvent incompétents du jour au lendemain. Des familles doivent retirer leurs enfants des écoles ou s'adapter brutalement. Le français, langue de prestige à l'époque, est chassé de l'espace public flamand. Résultat, même dans les provinces flamandes, cette politique crée du rejet. Non pas du néerlandais, mais de l'imposition autoritaire. C'est une réforme techniquement légitime, mais socialement désastreuse. Autre fracture majeure, la guerre sourde entre Guillaume Ier et le clergé catholique. Le roi veut un État moderne, et donc un enseignement neutre. Il restreint l'influence de l'Église sur les écoles, surveille les séminaires, nomme lui-même les évêques. Mais dans une société où le curé est souvent la seule autorité locale reconnue, ces décisions sont vécues comme une attaque en règle. Le clergé s'organise, s'oppose, mobilise. Dans les sermons, les tracts, les lettres pastorales, la contestation religieuse devient politique. Et pour des centaines de milliers de Belges, souvent analphabètes ou peu politisés, la paroisse devient le cœur de la résistance à l'État. Et pourtant, ce ne sont pas uniquement les conservateurs qui critiquent le régime. Du côté libéral aussi, le rejet monte. Journalistes, avocats, médecins, notables progressistes, tous réclament plus de liberté. Une presse libre, des débats parlementaires réels, la liberté d'association et une justice indépendante. Mais Guillaume Ier refuse. Il gouverne en monarque éclairé,
convaincu que le peuple n'a pas à discuter de ce qui est bon pour lui. Résultat, les libéraux du Sud rejoignent la fronde aux côtés des catholiques. Une alliance improbable commence à se former. Ironiquement, ceux qui ont le plus profité des réformes, les industriels wallons, sont eux aussi gagnés par l'amertume. Certes, l'État finance les mines, les filatures, les machines, mais les décisions économiques favorisent souvent les entreprises du Nord, et les industriels du Sud, bien que plus dynamiques, sont politiquement ignorés. On leur donne les outils, mais pas les leviers, et cela crée une frustration nationale, un sentiment d'injustice économique. Le peuple, enfin, est la dernière pièce du puzzle. Les paysans, les artisans, les ouvriers n'ont pas de tribune, pas de journal, pas de représentants, mais ils ressentent eux aussi les effets de l'union. Les impôts augmentent, les changements linguistiques les désorientent, la perte d'influence du curé est perçue comme une dérive morale. Peu à peu, le mécontentement populaire devient un bruit de fond prêt à exploser. En 15 ans, Guillaume Ier a tenté de fusionner deux pays qui ne se ressemblaient pas, en niant leurs différences, en misant sur l'économie, la centralisation, l'ordre, mais en oubliant la culture, la religion, la langue, la mémoire collective. Et surtout, il a refusé l'écoute, le dialogue, l'adaptation. Alors, les oppositions se rejoignent. Les catholiques veulent défendre leur foi, les libéraux veulent défendre les libertés, les bourgeois veulent défendre leur statut, et les ouvriers veulent défendre leur dignité. Au fil des années 1820, les critiques se font plus nombreuses, mais elles ne se transforment pas encore en révolution. Car, face à un pouvoir autoritaire, centralisé et sûr de lui, il faut plus qu'un mécontentement diffus. Il faut une structuration, une alliance, un langage commun. Et c'est justement ce qui va émerger dans le Royaume-Uni des Pays-Bas. Une opposition organisée, inédite, portée par la presse, les associations, les intellectuels et surtout par une alliance de circonstances entre deux camps pourtant très opposés, les catholiques et les libéraux. C'est sans doute l'une des ironies les plus fortes de cette époque. Les catholiques traditionnels, attachés au clergé, à l'ordre moral et à la hiérarchie sociale, et les libéraux progressistes, partisans des Lumières, de la laïcité et de la raison. Ils se retrouvent tous deux du même côté de la barricade. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un ennemi commun, l'absolutisme de Guillaume Ier. Et même si leurs objectifs à long terme sont très différents, ils partagent une urgence politique. Retrouver des libertés fondamentales, faire respecter la dignité du Sud et freiner l'autoritarisme royal. Cette alliance pragmatique va prendre un nom, l'unionisme, un front large, parfois fragile, mais puissant, qui va façonner toute l'opposition belge des années 1820. Dans un royaume où le Parlement est muselé, la presse devient le vrai espace de débat politique. Au début, le régime essaie de contrôler sévèrement l'édition. Chaque journal doit être approuvé, la censure est active. Les imprimeurs sont surveillés et des procès sont lancés contre les éditeurs trop audacieux. Mais malgré cela, une presse d'opposition émerge. D'abord timide, puis de plus en plus incisive. Des journaux comme le Courrier des Pays-Bas, le Mathieu Landsberg ou encore le Catholique des Pays-Bas. Ils donnent la parole aux mécontents, analysent les injustices, critiquent la centralisation, dénoncent les abus. Les rédacteurs sont souvent avocats, professeurs, notables ou prêtres, et leur plume devient leur seule arme. La presse devient ainsi un lieu où les Belges prennent conscience de leurs propres conditions, un espace où se forge un sentiment collectif de malaise, puis de résistance. Peu à peu, des figures émergent. Chez les libéraux, des hommes comme Joseph Lebeau, Charles Rogier, Louis de Potter, jeunes, ambitieux, brillants, souvent formés à Liège ou Bruxelles, et qui utilisent leur éducation pour défier le régime par le droit et la parole. Chez les catholiques, moins conservateurs que ceux de la Révolution brabançonne, des prêtres, des évêques, des professeurs de séminaires prennent la plume pour défendre la liberté d'enseignement et dénoncer la surveillance religieuse. Ce sont eux qui vont canaliser le mécontentement populaire, le structurer, lui donner un visage. Et rapidement, les journaux deviennent bien plus que de simples publications. Ils deviennent des lieux d'organisation, des réseaux d'influence, des catalyseurs politiques. En parallèle, l'opposition cherche à marquer sa présence par des gestes pacifiques, mais symboliques. Des pétitions sont envoyées au roi, parfois signées par des centaines de notables.
Des avocats refusent d'utiliser le néerlandais dans les tribunaux flamands. Des enseignants dénoncent les nouveaux programmes trop centralisés. Des évêques refusent de prêter serment ou de transmettre les circulaires ministériels. Chaque refus est une pierre de plus dans la chaussure du pouvoir, une contestation feutrée, mais de plus en plus assumée. Le roi répond par la fermeté. Des journalistes sont arrêtés, exilés comme Louis de Potter, des fonctionnaires mutés ou sanctionnés, des évêques privés de reconnaissance officielle. Mais la résistance ne faiblit pas. Elle se structure, se régionalise, se politise. Et c'est là que se produit un phénomène inattendu. À force de défendre ensemble leur particularisme face à un pouvoir lointain, les opposants du Sud commencent à se voir comme un nous collectif. Pas encore une nation, pas encore une patrie, mais une communauté d'intérêts, de langues, de mémoire. Ce qu'on appelle plus tard le sentiment belge commence à naître. Non pas dans l'euphorie patriotique, mais dans la frustration quotidienne. Frustration de ne pas être écouté, frustration d'être imposé, frustration d'être méprisé. Face à cette fronde grandissante, Guillaume Ier ne recule pas, convaincu de sa mission, certain d'être du bon côté de l'histoire. Il refuse tout compromis, pas de fédéralisme, pas de liberté d'enseignement pour l'Église, pas de réforme parlementaire, pas de retour en arrière sur la langue. Il pense que l'opposition est minoritaire, il croit que le temps fera son œuvre, il espère que le progrès finira par convaincre. Mais il se trompe, la colère est partout et les petites fissures sont devenues une fracture nationale. À l'été 1830, le Royaume-Uni des Pays-Bas est toujours debout. Sur la carte, rien n'a bougé. Sur le papier, Guillaume Ier est roi, Bruxelles est la capitale du Sud et La Haye celle du Nord. Les institutions tournent, l'économie est active. Mais en réalité, tout le monde sent que quelque chose ne va pas. Les réformes du roi ont laissé des blessures profondes. Le clergé catholique est marginalisé. Les francophones se sentent méprisés. Les libéraux dénoncent la censure et l'autoritarisme. La noblesse du Sud n'est plus écoutée et les classes populaires, elles, voient peu d'amélioration dans leur quotidien malgré les grandes promesses de progrès. Pendant 15 ans, ce royaume a tenu par la force d'une volonté monarchique, mais il n'a jamais trouvé de légitimité populaire. Le Nord et le Sud ne parlent pas la même langue, au sens propre comme au sens figuré. À cela s'ajoute le contexte international, car l'année 1830 n'est pas une année comme les autres. Partout en Europe, le vent tourne. En France, la monarchie de Charles X tombe en juillet, balayée par les Trois Glorieuses. À Paris, on parle de constitution, de souveraineté populaire, de liberté retrouvée. En Pologne, en Italie, en Allemagne, des foyers de contestation s'ouvrent un peu partout. Et à Bruxelles, les opposants au régime suivent cela avec passion. Dans les cafés, dans les loges maçonniques, dans les salons bourgeois, dans les cercles étudiants, la fièvre gagne du terrain. Les idées circulent, les tracts s'impriment, les journaux s'enflamment. Le pouvoir hollandais, lui, reste rigide et sourd. Guillaume Ier ne veut rien céder, rien réformer. Il tient bon. Mais c'est un roi de plus en plus seul. En août 1830, la situation est devenue électrique. La moindre étincelle peut tout faire exploser. Les troupes hollandaises stationnées au sud inspirent plus de crainte que de respect. La population est agitée, le prix du pain augmente suite à une mauvaise récolte et les tensions ouvrières se font plus fortes. On n'est plus dans la simple critique intellectuelle, on parle de reconnaissance, de soulèvement, d'autonomie. On n'est pas encore dans une révolution ouverte, mais la parole s'est libérée. Le 25 août 1830, un événement culturel apparemment banal va servir de détonateur. Ce soir-là, au théâtre de la Monnaie, on donne la Mouetté de Portici, un opéra d'Aubert, un opéra romantique, dramatique, où l'on chante la liberté, la révolte, l'honneur du peuple. Une œuvre inspirée d'une insurrection napolitaine du XVIIe siècle. Un choix artistique, disons, audacieux dans un climat aussi tendu. Le public bruxellois, exalté, applaudit à tout rompre les passages sur la liberté, se lève pendant le célèbre duo « Amour sacré de la patrie » et sort dans la rue, porté par l'émotion et l'exaspération. Mais ça, c'est le début d'une autre histoire. « 15 ans,
C'est le temps qu'aura duré ce royaume ambitieux, pensé dans les couloirs de Vienne et bâti sur l'idée d'unir deux peuples très différents. Pendant longtemps, les oppositions au régime ne visaient pas la rupture. Elles demandaient plus de reconnaissance, plus de liberté, plus de respect. Ce que beaucoup réclamaient, c'était une vraie place dans le royaume, pas sa fin. Mais à force d'ignorer les revendications, de centraliser, d'imposer une langue, de museler la presse, le roi Guillaume Ier a transformé une opposition en une révolution. Et dans cette Belgique de 1830, ce n'est pas une volonté d'indépendance qui monte, mais un refus de continuer ainsi. Un refus d'être gouverné sans être écouté. Un refus d'être dominé culturellement. Un refus d'être une simple annexe dans un projet qu'on n'a jamais choisi. Alors, quand la musique de l'opéra s'élève à Bruxelles, ce n'est pas qu'une révolution qu'elle provoque, c'est une rupture devenue inévitable.